d'un apprentissage qui ne finit pas. Alors, pour une meilleure illustration, ça c'est après quelques plaques du PowerPoint. Pour une meilleure illustration des interventions et accompagnement psychologique en situation d'urgence dans toutes leurs formes, s'étayer sur le contexte des UMC, des urgences médicales et chirurgicales, m'a paru pertinent. Donc, هناك غادي تكون فيه شرح بسيط نوعا ما فيما يخص التدخلات على مستوى الاستعجالات الطبية والجراحية. Alors, l'intérêt de l'intervention psychologique, l'aide psychologique. Écoutez bien ce paragraphe. Donc, l'aide psychologique de première urgence recommandée par l'OMS, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, implique d'offrir un soutien empreinte d'humanité et une assistance pratique aux personnes qui souffrent après avoir vécu une situation d'urgence. Cette aide devrait être apportée d'une façon qui respecte la dignité des personnes, leur culture et leurs capacités. Elle couvre l'appui social et psychologique. Donc, la santé mentale est essentielle pour le relèvement. Le relèvement. Donc, voilà, c'est important ce concept de relèvement socio-économique général des individus, des sociétés et des pays à la suite d'une situation d'urgence. Selon l'OMS, toujours, toute situation d'urgence de grande ampleur entraîne divers types de problèmes sociaux et de santé mentale. Donc, cette plaque me paraît très pertinente, l'intérêt qui explique et qui met en exergue l'intérêt du psychologue au sein devant ces situations d'urgence. Donc voilà, nous avons, il me semble, une grande responsabilité par rapport à ça aussi, donc qui demande à avoir le maximum d'informations sur c'est quoi en fait une situation d'urgence et qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux agir. Donc, une situation d'urgence, c'est une situation qui présente un risque immédiat de préjudice grave pour la santé, pour la vie, les biens ou l'environnement. Donc là, j'ai juste, il y a les situations d'urgence, il y a l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est une mesure du gouvernement quand le pays est en situation de péril. Donc c'est juste, vous voyez que شرح المفاهيم مهم جدا لرفع الالتباس وللتدخل بشكل جذري. Donc voilà, une situation d'urgence. Donc il y a un risque immédiat de préjudice. parmi les types بالنسبه للانماط للحالات الاستعجاليه او الطارئه كورونت اللي نعرفوها. طبعا انا تكلمت هنا على بعض الحالات لكن فيه موسوعه كبيره فيما يخص هذه الحالات الاستعجاليه والطارئه ومن بينها les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, inondations, incendies, phénomènes météorologiques violents, effondrement de bâtiments, etc. Donc des catastrophes aussi technologiques et des accidents chimiques. Autres formes de catastrophes, accidents, agressions et violences, braquages, décès, attentats, maladies graves et des épidémies, en l'occurrence l'épidémie de la COVID-19. Une urgence toujours dans l'urgence, dans l'urgence et crise, une personne en crise, parce que là, il y a un lien très, très fort entre crise et urgence. Pas en mesure de faire
le danger est au contraire, il est imminent. Et une aide immédiate voit différence. Donc, voilà qui est différente à une gestion de crise qui peut, c'est la rapidité, c'est l'immédiat, impérative. Et si je geste et il y a une redondance sur certains termes, c'est juste pour l'ancrage. Elle renvoie donc à la nécessité impérative de répondre à une situation dans l'immédiateté, dans l'ici et maintenant. Mais gérer le temps dans un contexte d'urgence n'est pas synonyme de précipitation dans la prise de décision. Et là, c'est fondamental. Quand vous êtes devant des situations de ce genre et vous êtes obligé de répondre en tant que psychologue, d'intervenir, de faire quelque chose auprès d'un usager, auprès d'un groupe, auprès d'une population, donc ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter dans la prise de décision. Il y a quand même un temps à respecter avant de prendre une décision sur ce qu'il faut faire. Alors, dans la sphère de la psyché, pour nous, en tant que psychologues, la crise psychologique correspond le plus souvent à un vécu psychique paroxystique. Donc, ma'ash nafsi qawi, donc paroxystique, c'est murtafa' le degré murtafa' jiddan. Dans une situation déjà emplie, il y a une tension. Cette tension qui frôle l'insoutenable. Cette personne, elle n'arrive plus à soutenir ce vécu psychique. Et dans l'issue, elle est inconnue. Dans la crise, je l'ai dit tout à l'heure, la personne ou le groupe se sent dans l'impasse. Que faut-il faire? Il y a probablement plusieurs pistes à entreprendre, mais la crise et cette défaillance aussi sur le plan psychologique des mécanismes de défense habituels, devant des situations habituelles, elle fait défaut pendant la crise et puis on ne sait pas quel chemin entreprendre. Donc l'urgence psychologique, elle se définit par des ressentis de souffrance extrême, c'est-à-dire cette crise, cette urgence va conduire cette personne à une situation de souffrance extrême et insupportable qui nécessite des réponses rapides. Donc, vous voyez, devant chaque mot d'urgence, il y a le mot immédiateté et rapidité. Et ça, c'est important de le concevoir. Alors, pour les crises aussi, et là, je parle des crises psychologiques, je vous ai dit tout à l'heure que je ne vais pas le partager aujourd'hui. Il y a des plats qui méritent une petite révision. Je vais le faire pendant le week-end, Inch'Allah, et je vous transmettrai, comme d'habitude, tous les documents que j'ai pu partager avec vous lors des visioconférences précédentes. Donc, je reviens à la typologie des crises. Donc, الأنماط هنا بالنسبة للأزمات النفسية وهذا من المعروف بالنسبة للنفساني كاين des crises maturatifs تاع النمو والنضج liées au cycle de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. Des crises, et là je cite en l'occurrence les crises de l'adolescence, il y a plein de crises par lesquelles la personne passe. Il y a les crises réactionnelles, existentielles ou psychosociales. Et là, quand je parle de ces crises psychologiques, elles sont liées avec c'est-à-dire elles sont omniprésentes, certaines, comme les crises réactionnelles existentielles ou psychosociales, lors des moments, des situations d'urgence, qui résultent généralement d'un stress, un deuil, des séparations, chômage, perte d'emploi, précarité, maladie. Ça, c'est les conséquences de certaines catastrophes, donc l'isolement, l'exclusion. Il y a des crises psychotraumatiques aussi qui sont séquelaires à des crises, des situations d'urgence ou des situations catastrophiques. Des crises psychopathologiques, là où il y a une décompensation psychiatrique, souvent d'allure psychiatrique. Nous allons voir ce terme plus exactement dans les prochaines plaques.
des crises du système par rapport à la structure du système et de la fonction aussi, et fonctionnelle. Les typologies des urgences psychologiques, elles sont du même ordre que les crises. Le lien est très fort. Donc, nous pouvons aussi dire que voilà, il existe des urgences réactionnelles, existentielles, des urgences psychosociales, psychopathologiques, psychotraumatiques. Donc, à la consultation je vous invite à voir, il y a plein de bibliographies par rapport à ces typologies concernant les urgences ou les crises, où le lien il est tellement trop fort que nous retrouvons généralement la même chose, que ce soit au niveau des crises ou des urgences. Donc, les situations d'urgence génèrent des situations de crise. Nous l'avons vu avec, il y a pas longtemps, par rapport à la COVID-19, qui a généré une situation de crise. Dans la gestion de la crise, il est important aussi d'évaluer le niveau de l'urgence. Sauf que chose n'est pas toujours très facile. Alors, en cas, là, c'est juste pour illustrer, en cas de crise aiguë, si la personne est en danger pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre, la situation est urgente. Et là, il y a un terme très répandu au niveau des urgences, c'est lever l'urgence. Il y a une crise, oui, réellement, il y a une crise. Mais là, il y a quelque chose qu'on doit lever. Donc, il n'est pas toujours évident d'estimer, tout à l'heure, j'avais dit, évaluer, estimer le niveau d'urgence. Il y a l'urgence forte, l'urgence moyenne, sévère, moyenne, minime. Donc, وهذه التسميات طبعا تختلف من مرجع إلى آخر، لكنها تصب في نفس السياق بالنسبة للقوة. Mais ce qui est important, il n'est pas toujours évident d'estimer le niveau d'urgence d'une situation. La détresse psychique d'une personne peut être grave et nécessiter une prise en charge rapide sans pour autant être urgente. Alors, pour l'urgence et la crise, toujours, il y a des concepts, je vous ai dit, parce que là, c'est les grands repères de cette visioconférence par rapport aux urgences, par rapport aux situations d'urgence. Il y a des concepts fondamentaux que nous devons retenir, probablement chercher plus d'explications, ça vaut la peine, mais c'est bien d'avoir cet arrière-plan et ces concepts par rapport aux situations d'urgence. Donc, la distinction dans l'urgence, dans la crise, les distinctions entre risque, urgence et dangerosité, c'est important. Malgré l'identification, par exemple, des facteurs de risque, il y a des facteurs de risque, donc, et là, si je prends par exemple quelqu'un qui passe par une crise suicidaire, il y a les antécédents personnels, il y a les antécédents familiaux, il y a le contexte dans lequel il vit, son quotidien, font qu'il y a plusieurs facteurs de risque, hein, mais cela ne veut pas dire que, voilà, on ne peut pas prédire. C'est important de les retenir, mais on ne peut pas prédire à 100% s'il va y avoir un passage à l'acte ou pas. Donc, au cours des dernières années, bien sûr à travers de grandes études et recherches, il demeure difficile de prédire la nature de la connexion instable. Alors, de prédire la nature de la dangerosité et les niveaux d'urgence, mais cette triple évaluation qu'on appelle RUD, R risque, U urgence, D dangerosité. هذا التقييم بالنسبة للخطورة والاستعجال ولا dangerosité aussi. Donc, aide l'intervenant à comprendre la situation en cours. Ça va faciliter la compréhension et de nuancer son intervention en fonction du risque, de l'urgence et de la dangerosité du moyen, au passage, si on reprend la crise suicidaire, du moyen qui va emprunter ce jeune ou cette personne par rapport à la crise suicidaire.
Donc, parler des situations d'urgence et de crise implique de mettre en exergue l'importance de la cellule de crise. Donc, elle n'est pas systématique, mais elle y est, même parfois dans un cadre un petit peu dans la continuité, mais elle existe pour les grandes catastrophes. Donc, elle est systématique, la cellule de crise, et le lieu essentiel. Donc, cette cellule de crise est le lieu essentiel de l'organisation d'une organisation. Quand je dis organisation d'un système, là, vous pouvez, elle est transposable à tous les systèmes. Un système familial, un système de l'hôpital, un système d'un service, un système sur le plan, c'est-à-dire en macrosystème ou en microsystème. Donc voilà, elle est transposable. Une cellule de crise peut être définie comme l'endroit central à partir duquel est organisée la gestion de crise et la gestion de la logistique donc, de la crise. Donc, il y a une logistique, il y a entourant la catastrophe, donc suite à une catastrophe, au même titre que la stratégie de communication de crise qui en découle. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris d'un site important, la French.com. Donc, voilà. Le choix du thème, pourquoi parle-t-on aujourd'hui de l'intervention et l'accompagnement psychologique en situation de crise? Je l'avais dit tout à l'heure, bien sûr, parce que nous avons vécu dans notre pays ou dans le monde entier, c'est des choses qui arrivent, donc des situations, des catastrophes naturelles ou technologiques ou épidémiques auxquelles le psychologue aussi doit contribuer à faire face à ces situations. Pour, dans ce cadre de visioconférence, fournir aux participants les connaissances théoriques et les compétences pratiques pour une meilleure intervention et accompagnement dans ces situations d'urgence. Donc, voilà, nous allons voir tout à l'heure quelques plats concernant les premiers secours, quelques stratégies. Essayez de visualiser, pour les gens qui en savent, tant mieux. Pour le reste des psys qui ont des idées comme ça, pas très claires, donc essayez de visualiser ces concepts comme si c'était une véritable réalité. Et même, je vous dis aussi, même si parmi l'assistance, l'honorable assistance des psychologues, si quelques-uns sortent avec des questions, moi je dirais que plus il y a des questions, parce que ça va impliquer une recherche à leur niveau par rapport au concept, par rapport aux stratégies, par rapport à beaucoup de choses. Donc voilà. Alors, le contexte, je l'ai dit tout à l'heure qu'il va y avoir une illustration. C'est juste على سبيل الذكر لا الحصر، لأن الحالات الاستعجالية متواجدة على جميع السياقات، لكن من باب التوضيح لا أكثر ولا أقل. بالنسبة للسياق، وهنا غادي نتكلموا على سياق الاستعجالات الطبية بحكم عندي تجربة عليه وما زلت متواجدة فيه. Donc, de par les UMC, quand on parle des UMC, et tout le monde a une idée sur les UMC pour les psychologues de la santé publique, donc, de par son fonctionnement, c'est un service qui travaille 24 sur 24 et 7 jours sur 7 jours. Les services des UMC restent la porte d'entrée principale des hôpitaux. Parce que tout le monde passe par les UMC afin de lever l'urgence. Et puis, il y aura des orientations plus tard vers les services concernés. Alors, approprié. Donc, la porte d'entrée principale des hôpitaux, il génère ces services la venue des personnes de tout horizon dans une demande immédiate d'intervention, de soins et de gestion de crise. Donc, vous voyez, il y a des services qui sont en permanence dans la gestion des situations de crise. Aussi, les UMC, c'est un carrefour des états de crise. Probablement, là, j'ouvre une parenthèse, probablement, il va y avoir, moi, Inch'Allah, peut-être les vacances à partir de la prochaine année sociale.
donc quelque chose sur les UMC avec plus de détails. Je l'espère de toute façon. On verra ça plus tard avec le ministère de la Santé ou par un autre biais aussi, c'est possible. Donc, les UMC restent un carrefour des états de crise. Un carrefour, c'est toutes les crises qui vont déverser au niveau des UMC suite à des problèmes somatiques, psychologiques et sociaux de chaque patient. Des situations de crise aussi, on est toujours dans les UMC qui n'ont seulement confère aux soignants, en l'occurrence les psychologues, la mise en route d'une démarche technique, mais aussi des interrogations éthiques qui interpellent nécessairement les valeurs de société du professionnel et du patient. Donc là, ce n'est pas évident de travailler à temps plein dans un service d'urgence ou dans le cadre de l'intervention, de l'accompagnement. Il y a beaucoup d'interrogations éthiques qui peuvent créer parfois des dilemmes éthiques et des soucis par rapport aux professionnels de la santé, en l'occurrence le psychologue. Soumis à un nombre important, particulièrement élevé d'exigences, parce qu'au niveau des urgences, les personnes, quand ils se présentent, quelle que soit la nature de leur problème, ils demandent des soins immédiats. Il y a aussi, ils viennent pour la diversité des spécialités. Il y a beaucoup de spécialités au niveau des UMC. Donc, l'accessibilité au plateau technique, que ce soit pour le laboratoire biologique ou que ce soit pour le plateau radiologique. Donc, les contraintes, donc il y a des contraintes. Il y a un afflux massif et permanent, donc sans cesse, ça n'arrête pas, des patients et de leurs accompagnateurs. Et ça, c'est un petit peu propre aux UMC. Quand nous recevons un patient, souvent, rarement il vient seul, rarement. Donc, souvent accompagné par une ou plusieurs personnes en même temps. Ça peut être sa famille, aussi bien ses amis, aussi bien quelqu'un de l'entourage qui a des soucis par rapport à l'état de santé du patient. Donc, voire débordement parfois, diversité, essayer de visualiser un petit peu ce que je suis en train de dire pour les gens qui n'ont pas trop côtoyé les services des UMC, la diversité aussi des urgences, donc les urgences médicales, les urgences chirurgicales, et quand je parle des deux, il y a une multitude d'urgences, les situations médico-légales variées, la vulnérabilité psychologique, les espaces ça c'est les contraintes. Donc, espace de consultation et lit d'hospitalisation très limité. Donc, comment faire devant déjà ces contraintes? Donc, ça, c'est la question qui se pose à tout le personnel des UMC, mais ça reste quelque chose un peu particulier. J'insiste sur un peu particulière, trop particulière même, pour le psychologue. Pour une raison très facile, confronté à une gestion permanente du temps, le temps occupe une place. Quand on parle des UMC, nous avons deux concepts fondamentaux. C'est le temps et l'espace. Al-waqt wal-fada. Plus on libère l'espace, on s'occupe rapidement et on libère l'espace, on libère les lits ou les espaces de consultation, plus on peut recevoir d'autres et s'occuper d'autres. Sauf que l'intervention et l'accompagnement psychologique du psychologue, bien sûr, s'inscrit dans une temporalité différente de celle des restes des urgences. Donc voilà, il y a un temps. Le temps du psychologue n'est pas le temps de l'infirmier, n'est pas le temps du médecin. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas du temps avec les patients, loin de là. Mais je dirais même pas la consultation, l'intervention demande un peu plus de temps par rapport au reste du professionnel des UMC. Et ça peut entraîner parfois des questionnements éthiques. Alors, les caractéristiques toujours, les types d'urgence.
Ça, c'est la représentation biomédicale que nous connaissons tous. Donc, il parle des urgences vraies, des urgences ressenties, des urgences dépassées. Et pour هذا الأنماط ممكن تلقوا في مراجع واحدة أخرى تسميات مقاربة. Donc, mais لكنها كما قلت قبيله تصب في نفس الشيء. Donc, les urgences vraies, c'est des situations cliniques qui engagent le pronostic vital ou fonctionnel et imposant un traitement urgent. Donc, dans l'urgence vraie absolue, il y a l'urgence vraie absolue, là où il n'y a pas de temps, il faut agir dans l'immédiateté, c'est-à-dire juste après l'admission du patient ou d'un groupe de victimes suite à des accidents, à des catastrophes. Donc là, vous pouvez imaginer sur le plan individuel comme sur le plan groupal. Donc, il faut intervenir et ça, c'est une autre question parce que quand on s'occupe d'une personne, je parle de l'ensemble, je parle même aussi, là, en l'occurrence, les médecins et les réanimateurs parfois. Donc, bon, souvent, parce que là, quand on parle des urgences, là où il faut intervenir, c'est beaucoup plus l'affaire des réanimateurs. Quand ils s'occupent d'une personne, ce n'est pas la même chose quand ils s'occupent d'un groupe de personnes qui étaient dans un car ou dans un moyen de transport et suite à un accident de la voie publique, de la circulation, ils ont eu de gros problèmes. Donc là, c'est différent aussi, même pour le reste des professionnels de la santé, médecins et infirmiers. Donc, pour le psychologue, aussi, c'est un problème parce que là, si le médecin et l'infirmier s'occupent de l'urgence, de l'immédiateté, il y a les familles, il y a l'entourage qui sont dans de véritables crises. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de s'occuper de tout le monde. C'est bien de le faire. Mais parfois, quand il y a, parce que là, il faut voir aussi le dispositif des psys qui sont sur place. Donc, s'il y a un ou deux personnes, donc voilà, ça c'est une autre question qu'on aimerait la soulever un autre jour. Donc, les urgences vraies relatives dans l'intervention engagent aussi le pronostic vital, mais elle est relative. Il y a la vraie potentielle, c'est en fonction des complications qui peuvent parfois engager le pronostic vital. Il y a, ça, c'est la représentation biomédicale. C'est parce qu'il y a la représentation biomédicale, il y a la représentation sociale et il y a la représentation aussi du psychologue. Donc, psychologique, je dirais. Et là, entre représentation biomédicale et la représentation sociale, il y a un grand fossé qui génère souvent des formes d'agressivité, voire violence dans les milieux d'urgence, en l'occurrence les UMC. Donc, l'urgence ressentie n'est pas, ça selon la représentation biomédicale, donc n'est pas une urgence vraie, ce n'est que l'expression des sentiments subjectifs par le malade ou ses proches. Et pour nous, c'est une question fondamentale, cette question de subjectivité. Alors, l'urgence dépassée, elle est à un stade dépassé où le malade ne peut pas être pris en charge, tels que les cancers dépassés avec des métastases et tout ça. Donc, en dépit des souffrances et des traumatismes psychologiques secondaires à des urgences vitales et fonctionnelles, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire aussi par rapport aux conséquences et les séquelles des urgences vitales après avoir sauvé les personnes qui étaient en quelque sorte en péril. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler avec les patients, aussi bien avec leur famille. Le service des UMC reste la porte toujours d'entrée principale des urgences d'ordre psychologique exprimées dans de différentes formes, allant de plaintes bruyantes à des plaintes silencieuses. Combien de fois nous recevons des patients qui sont dans le silence total et pourtant ils sont dans la douleur, dans la souffrance, dans de grands soucis psychologiques. Donc, et leurs répercussions, bien sûr, sociaux. Les UMC sont le déversoir des problèmes sociaux, un refuge provisoire pour les sans-abri et un lieu dans l'intervention psychologique s'avère souvent épuisante
dans un contexte, ça c'est mon mot à moi, épuisant, dans un contexte complexe et paradoxal, et là où le travail de réseau, réellement, il est extrêmement important, avec l'action sociale, avec plein de secteurs, en l'occurrence l'action sociale. Alors, prendre soin du patient, donc offrir un espace sécurisant et élaborer le vécu subjectif. Donc, voilà, lever l'urgence, voire gérer la crise, voire participer au processus de la prise en charge biopsychosociale du patient impose plutôt une approche multidisciplinaire, globale, et l'implication de la famille du patient reste incontournable. Moi, je suis thérapeute de famille et j'accorde, et avant d'être thérapeute de famille, comme le reste de beaucoup de psychologues, j'accorde un intérêt, une importance très particulière aux familles et aux accompagnateurs. La situation d'urgence fait référence à beaucoup de concepts. On a vu l'urgence, la crise et en même temps risque et dangerosité. Il y a d'autres aussi que je voudrais partager avec vous. Il y a l'événement traumatique. Quand on dit situation d'urgence, crise, ça, dans l'arrière-plan, il y a ce concept d'événement traumatique suite à des situations catastrophiques. Donc, confrontation brutale à une situation de menace pour soi ou pour autrui, marquée par une frayeur, un sentiment d'horreur et d'impuissance. Des situations traumatogènes, quelle qu'en soit l'origine, suite à des accidents graves, à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, que ce soit à l'échelle locale, nationale ou familiale. Donc voilà les accidents graves, les morts violentes, les catastrophes, les violences physiques, et j'en passe. Donc voilà, qui génère, c'est un événement, souvent, je ne dis pas souvent, c'est tout le temps presque un événement traumatique. Il y a des personnes qui peuvent sortir facilement de cet événement traumatique et la vie continue, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça peut entraîner de gros problèmes de santé mentale, des décompensations psychiatriques, donc, et plus on agit vite et bien, plus on peut épargner beaucoup de dégâts plus tard, et l'installation, bien sûr, durable de certains symptômes. Donc, dans le contexte toujours de l'urgence, que ce soit par rapport aux UMC ou par rapport à un autre contexte, il y a aussi la peur. C'est une émotion. La peur, c'est une émotion primaire, très archaïque, essentielle et nécessaire à la survie de l'espèce. En effet, elle donne l'alerte et elle est contagieuse, avertit qu'un danger est présent. Donc, elle avertit qu'un danger est présent. La pandémie de la COVID-19, elle a provoqué dans l'immédiat de la peur pratiquement chez tout le monde, et c'est tout à fait normal. Cette peur, elle conduit à mettre en place beaucoup de choses sur le plan individuel, sur le plan macrosystème, donc voilà. Mais quand elle est, cette peur qui est une émotion chaude selon les explications biologiques des émotions, donc elle peut entraîner beaucoup de dégâts. Donc voilà, la durabilité de quelque chose, d'un sentiment, d'une émotion, peut provoquer beaucoup de dégâts sur le plan psychologique et aussi somatique. Bien sûr, social aussi. Donc le stress, qui est une réaction physiologique, biologique, psychologique, réactionnelle à la peur, et qui est très importante. Ce concept, il est très important dans la vie humaine et dans la préservation de l'espèce. Sauf que la peur diffère de l'anxiété ou de l'angoisse. Et même si ces concepts aussi sont parfois présents, mais je répète, c'est la continuité. الديمومة هي اللي تخلي الأمور مختلفة. La souffrance psychologique, nous l'avons vu tout à l'heure, qui correspond, elle accompagne la crise, bien sûr. C'est un état de rupture, d'effondrement, de débordement et de tension insoutenable.
Donc, il y a des mécanismes de défense, mais là, devant ces situations, la personne n'arrive pas à faire face. Alors, il y a un concept aussi extrêmement important, c'est la résilience, l'aduna. C'est une capacité de rebondir. Je l'ai dit tout à l'heure, nous passons par des catastrophes, par des situations d'urgence, et combien de personnes parmi nous arrivent à rebondir de nouveau, de reprendre la vie du quotidien le plus, je dirais, entre guillemets, normal au départ, puis normal plus tard, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'elle est en fonction de cette résilience. La résilience et la capacité de rebondir suite à un événement. Donc, quand on dit événement, مش le PTSD, مش le SPT, parce que كاين بعض الأحيان يكون في خلط ولرفع هذا الالتباس. Donc, pour les personnes qui le savent, tant mieux. Pour le reste, donc les concepts, ils sont fondamentaux. Quand je dis حدث صدمي, hein, le PTSD, c'est une autre entité. Alors, il s'agit en quelque sorte du ressort psychologique qui témoigne de la force intérieure. Et la résilience, c'est la force intérieure qui permet à cette personne de rebondir, de reprendre son quotidien, entre guillemets, le plus normalement possible. Lorsque la victime ou le témoin est résilient, le traumatisme, il est perçu comme un obstacle qu'il peut dépasser plutôt que comme un malheur insurmontable. Donc, vous voyez la différence. Un obstacle qu'on peut dépasser. Il a fait ce qu'il a fait, mais nous avons eu, à travers cette force intérieure, nous avons eu cette possibilité pour dépasser cet obstacle. Par contre, pour d'autres qui ont un problème au niveau de la résilience, donc ils sont dans la défaillance, on va dire, de cette force intérieure, c'est perçu comme un malheur insurmontable. Alors là, j'ai repris, et là, je vais mettre tout à l'heure la référence, tout le reste, c'est mes propos. Le schéma, je l'ai pris, m'a beaucoup impressionné. Donc, je voulais le partager avec vous. C'est pour dire, voilà, un petit peu, il schématise le tricotage, la pelote de la résilience. Et la résilience, sans trop tarder, le lien à soi, les liens familiaux, les liens sociaux. Donc, sans trop tarder, je passe, parce que là, vous allez le revoir plus tard avec plus d'aisance. Alors, et quand je parle de peur, de stress, gérer la crise d'autrui, gérer les peurs, donc déjà, il faut commencer par soi-même. Il faut que, et là c'est pour tout le monde, en l'occurrence pour les psychologues, si je n'arrive pas à gérer mes peurs, mon stress qui devient chronique, en permanence, j'ai du mal à gérer certaines crises de ma vie, dans la vie familiale ou dans la vie professionnelle, j'aurai certainement du mal à gérer les problèmes d'autrui, les situations de crise et les situations d'urgence dans d'autres situations. Donc voilà, avant de commencer, il faut commencer par soi-même. Introduire de l'ordre et prioriser. Donc, il y a un autre problème aussi au niveau des, je dirais toujours dans les urgences ou dans les UMC, prioriser les urgences psychologiques, elle interpelle nécessairement l'éthique. L'éthique, ça c'est notre manière, l'éthique, notre manière d'agir en fonction de nos valeurs et des valeurs par rapport aux valeurs de l'entreprise dans laquelle on travaille, par rapport aux valeurs du patient, de sa famille. Donc voilà, l'éthique, ce n'est pas la déontologie, ce n'est pas, il y a des choses, il y a des concepts qui sont très rapprochés par rapport à l'éthique, la morale, la déontologie. Donc voilà, mais sinon, il y a quand même des petites différences. Peut-être on aura aussi l'occasion d'entamer dans d'autres circonstances, c'est quoi en fait une éthique et c'est quoi le dilemme éthique et quelles sont les pistes
pour sortir de ces questionnements éthiques et de ces dilemmes éthiques. Donc, mais là, ils sont liés à la priorisation. Donc, la priorisation, c'est une alternative qui est très présente par le tri. Donc, devant l'afflux massif, bien sûr, il faut trier. On ne va pas voir tout le monde en même temps, ce n'est pas possible. Pour tous les professionnels de la santé, encore aussi pour le psychologue, c'est une alternative sur laquelle il va s'étayer. Il va recevoir dans le même moment 5 ou 6 personnes qui présentent ou qui ont été adressées ou sollicitées par les collègues. Donc, il doit s'étayer sur le tri, mais ce n'est pas évident. Mais avec l'entraînement, je dirais, ça peut ouvrir certaines pistes. Donc, cette alternative est souvent difficile à accomplir. La situation de crise offre, parce qu'il y a la crise, il y a l'urgence aussi. Il y a la crise, certes, on peut avoir un peu de temps, mais quand il s'agit de l'urgence, il faut dans l'immédiat. Et par qui commencer? Par qui commencer? Surtout pour les personnes et les psychologues qui travaillent dans des services d'urgence et même pour les gens qui sont dans la proximité, ils ont leur rendez-vous avec leur malade et puis il y a 2 ou 3 personnes qui arrivent, qui atterrissent au niveau de la polyclinique, demandant de l'aide psychologique. Par qui commencer? Ça pose énormément de questions. Donc, voilà. Mais ça permet aussi de réfléchir à certaines pistes d'intervention. Donc, estimer les niveaux d'urgence aussi, ce n'est pas évident. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de l'avoir en tête et de travailler dessus, mais ce n'est pas évident. Donc, là, j'ai repris aussi, c'est juste pour vous dire, parfois, le dispositif les psychologues qui sont sur place, parfois on peut solliciter dans un CHU ou dans un hôpital, quand on est devant des situations un petit peu difficiles, ce serait bien de solliciter de l'aide des psychologues qui sont sur le même lieu. Donc, je ne dis pas des urgences, mais probablement dans les autres services, parce que là, le psychologue, même s'ils sont 2 ou 3 sur place, parfois c'est extrêmement difficile. Il y a le contexte des UMC, il y a les patients, les attentes du patient et de leur famille et de sa famille. Il y a les attentes du service. Le service, il attend, est-ce que le psychologue fasse quelque chose? Donc, pour désengorger déjà, désengorger le service et pouvoir recevoir d'autres patients. Les répercussions psychologiques de toutes les urgences qu'on a vues tout à l'heure, la représentation biomédicale de l'urgence, la représentation sociale de l'urgence, parce que là, quand vous recevez au niveau des UMC ou des urgences, tous les patients, et d'ailleurs ils le disent, c'est une urgence, je suis dans l'urgence. Et même si le patient, il est dans l'incapacité de le dire, sa famille, elle va crier et elle va errer dans tous les sens pour dire, voilà, occupez-vous de mon parent parce que c'est une urgence. Alors que pour le médecin, dans sa représentation biomédicale, le médecin aussi, c'est un humain, il a dans l'arrière-plan cette représentation sociale, mais il est dans l'obligation de trier par rapport à la représentation biomédicale et ça pose aussi un problème, des soucis chez certains intervenants médicaux et paramédicaux. Donc voilà, et le psychologue, il est devant tout ça. Donc, c'est pas évident, c'est pas gai. Et les relations ici sont extrêmement importantes. J'insiste sur les relations et les ressources, que ce soit sur place avec les équipes soignantes avec lesquelles on travaille sur le même lieu, que ce soit des médecins, des paramédicaux ou le reste du personnel, mais aussi les relations avec les psychologues qui sont sur place. Ça, c'est important. Plus ces relations, elles sont internes, on va dire, elles sont quand même assez fortes. L'enregistrement a été interrompu. Comment? Alors, il ne reste pas beaucoup de plaques, mais ça m'a semblé extrêmement important, ces concepts de retenir. Donc, face à des situations imprévisibles, le psychologue,
quel que soit le lieu, bien sûr, là on parle des UMC, mais on parle aussi dans d'autres cadres de situations d'urgence, il y a la mobilité. Donc, ce n'est pas souvent la sollicitation d'une tierce personne ou d'un collègue. Souvent, il est dans cette mobilité sans attendre une demande de la part du patient. Une présence, que ce soit de la part du patient ou de la part d'un collègue. Une présence rassurante, elle est systématique. L'empathie et la proximité, elle est extrêmement aussi importante. Prendre soin du patient afin de diminuer toute menace d'intrusion psychique. Et parfois, même si on n'a pas le temps, le temps de le voir, le temps d'intervenir, le fait de dire bonjour et de dire quelques mots dans le cadre humain, je dirais, ça peut casser ce sentiment d'abandon en attendant de le voir dans de meilleures situations. Donc, personnaliser l'écoute en s'adressant au patient par son nom de famille ou par son nom ou son prénom, afin de lui épargner une sensation de perte dans une grande masse de personnes. Essayer de visualiser les urgences, quelles que soient ces urgences, où il y a un afflux terrible de personnes, et puis le patient, il se sent perdu. Il y a le sentiment d'abandon. Donc voilà, la personnalisation de l'écoute, elle va épargner beaucoup de choses. Accueillir la détresse, bien sûr, élaborer, de reconnaître, et puis lui permettre de déverser certaines souffrances et de reconnaître leur désarroi. Alors, mettre des mots en douleur, assurer une présence et une constance. Le psychologue appartient à un système de soins et le patient est considéré comme sa totalité biopsychosociale, spirituelle et culturelle aussi. Donc, l'échange des différentes informations entre collègues, il est quasiment important, que ce soit devant les grandes catastrophes, que ce soit dans les situations d'urgence de tous les jours. Alors, pour ces patients dans l'urgence, et dans qui est cette urgence ou ces catastrophes ou ces maladies ou ces accidents qui sont vécus comme un événement traumatique, il y a des priorités. Donc, il y a des besoins. Il y a des besoins des victimes, les besoins, je parle des grands services d'urgence ou dans des situations d'urgence, même si on est sur le site d'un accident ou d'une catastrophe, d'un tremblement de terre, d'une inondation, de toutes les catastrophes que vous pouvez imaginer. Donc, il y a des besoins physiques, soins médicaux, abris, vêtements, nourriture, boissons. Donc, voilà, l'aide matérielle, les subsides. Donc, voilà, tout ça, c'est important de prendre en considération. On ne peut pas commencer, je dirais, un entretien ou quoi que ce soit dans le cadre des interventions psychologiques et la personne, elle a un souci, il y a un souci médical, il y a un problème, il y a une douleur. Donc, il faut déjà, on peut être l'intermédiaire parfois on peut avoir même cet aspect, je dirais, parfois entre guillemets, d'assistante sociale, même si les assistants sociaux, ils sont omniprésents dans ce genre de situation. Mais ce serait bien, j'emploie ce mot, c'est juste pour dire que voilà, s'il y a un besoin, donc nous pouvons, si le médecin vient de lui-même ou l'équipe de médecins vient, donc tant mieux. Sinon, par rapport à cet afflux massif de personnes, donc on peut solliciter parce qu'il y a une douleur quelque part. Cette personne, elle a soif, elle a besoin de boissons, elle est en hypotension, en hypoglycémie, donc il y a des besoins un peu spécifiques auxquels nous pouvons répondre, sinon solliciter quelqu'un d'autre pour répondre. On n'est pas dans l'obligation de répondre, mais ce serait bien d'apporter une aide, soit solliciter les personnes concernées pour dire, voilà, Monsieur Flaine a besoin a besoin d'un médicament, a besoin d'un médecin, a besoin de la nourriture, a besoin de quelque chose dans ce genre, dans ses besoins physiques. Sinon, si on peut être le lien, donc voilà, ce serait bien. Et le patient,
Ça, je vous le dis par rapport à mon expérience qui dépasse les 21 ans dans un service d'urgence. C'est le meilleur observateur, le patient. Il observe tout. Et là, quand on invite à travailler avec ce patient, il ne va pas certainement dire non. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'il a observées dans le cadre de l'aide matérielle. Donc, les besoins cognitifs, il y a l'orientation dans le temps et dans l'espace. Il a besoin de savoir où est-ce qu'il est, même s'il le sait, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, voilà, information sur ses propres réactions et sur ses symptômes présents et futurs. Information sur les postes de secours et d'aide. Ça, si on est sur le site de la catastrophe. Donc, et sur les démarches administratives. Donc, c'est pour cette raison, l'échange de l'information, on ne donne pas, si on n'est pas sûr de l'information, on ne la donne pas, on temporise. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de précipitation, même si on est dans un cadre d'urgence. Il faut s'assurer que l'information, elle est juste pour pouvoir la donner aux patients. Donc voilà, les besoins aussi émotionnels et affectifs. Et là, c'est sur ces besoins qu'il va y avoir certaines stratégies. Donc, les besoins de la présence des sauveteurs, donc qu'il s'agit au niveau des sites ou au niveau des urgences, contre ce besoin émotionnel, et cette décharge émotionnelle, elle est extrêmement importante. C'est pour lutter en quelque sorte contre l'illusion de l'abandon. C'est une fonction aussi contenante, une fonction d'écoute empathique. Donc, on se met en quelque sorte à la place de l'autre sans pour autant vivre ce qu'il est en train de vivre. Donc, besoin d'être rassuré contre la peur, le besoin de verbaliser son vécu. Donc, c'est important. La verbalisation, التعبير عن الأحاسيس والمشاعر فيما يخص هذه الحالات الطارئة والاستعجالية. Donc, retenir les besoins physiques, cognitifs, et les besoins émotionnels et affectifs, parce que sur lesquels elle va s'étayer certaines stratégies. S'il vous plaît. Alors, les stratégies d'intervention, il y a la mise en place des stratégies, elles dépendent bien sûr des contextes. Je l'ai dit au départ de ma communication, même si tous les psychologues parfois sont invités à travailler dans le cadre des urgences, des situations d'urgence, mais pour le reste du temps, l'urgence, c'est-à-dire une situation d'urgence dans une polyclinique n'est pas la même, dans un hôpital n'est pas la même, même dans l'hôpital n'est pas la même, un service d'urgence spécifique aux problèmes par exemple de cardiologie ou de psychiatrie n'est pas du tout le même comme un service d'urgence médico-chirurgical. Donc voilà, le contexte change beaucoup de choses, même par rapport quand on est à l'extérieur des établissements de santé. Donc le contexte اللي يتواجدوا فيه المتدخلين يختلف من سياق إلى آخر. Mais dans ces stratégies, les premiers secours psychologiques, le groupe de parole collectif, les secours, nous allons voir ça, les premiers secours psychologiques sur lesquels nous sommes étayés pendant la COVID-19 parce que le débriefing n'était pas possible, beaucoup plus dans les premières vagues, dans la première vague et même la deuxième, donc pour certains. Mais s'étayer sur les premiers secours psychologiques, c'est une alternative exceptionnelle dans le cas des épidémies un peu particulières. Le groupe de parole collectif, le débriefing, ça c'est l'ensemble des stratégies. كل واحد يستعمل la stratégie qu'il favorise, qui est propre, qui est appropriée à l'événement ou à la catastrophe. Donc, le débriefing immédiat et post-immédiat, les entretiens individuels en présentiel ou à distance, la mise en place d'un numéro vert, les permanences psychologiques sur site. Donc, voilà, là, j'ai cité quelques stratégies. Mais c'est des stratégies fondamentales et importantes. Alors, pour
Là, il nous reste quelques plaques. On va voir ensemble certaines stratégies. Donc, les premiers secours psychologiques, après un événement exceptionnel, en raison de sa soudaineté, de son intensité, sa gravité, les victimes peuvent être déstabilisées, désorganisées psychiquement et débordées par des émotions. Et plus on libère cette émotion, plus on libère beaucoup de choses que nous allons voir tout à l'heure. Alors, il y a des principes dans ces premiers secours psychologiques. Les professionnels de la santé mentale sont les seuls même de procurer des soins psychologiques efficaces, mais lorsque la situation impose une action rapide et qu'un psychologue n'est pas présent sur les lieux, il est important que les personnes présentes puissent adopter les bons réflexes. Donc voilà, ça c'est juste pour faire la nuance. Ça serait bien que ce soit les psychologues, les psychiatres, les personnes qui travaillent dans le cadre de la santé mentale et les infirmiers aussi de psychiatrie. Mais dans certaines situations, il est important que les personnes présentes puissent adopter. Donc, s'ils ont cet arrière-plan, c'est quoi en fait les premiers secours psychologiques? Il me semble qu'ils peuvent faire beaucoup de choses auprès des victimes. Donc, et les victimes, il y a toute une typologie de victimes. Victimes primaires, secondaires, tertiaires, et j'en passe. Donc, l'aide aux victimes est l'affaire de tous. Dans l'urgence, il est indispensable de pouvoir adopter de bonnes attitudes, d'avoir les bons mots et surtout de savoir lesquels éviter. Il y a des mots qu'il faut éviter. Donc, c'est bien de revenir sur cette stratégie de premier secours psychologique comme arrière-plan et de travailler. C'est un entraînement, mais ça vaut la peine. Alors, être à l'écoute, bien sûr, ça c'est fondamental. Donc, s'exprimer librement à son rythme ou formuler son propre problème si cette personne le souhaite. Si nous serons devant une Cette personne conversation va être enregistrée. Qui ne veut pas, qui n'est pas prête de parler, donc on passe à quelqu'un d'autre et on repassera chez cette personne plus tard. Donc, en fonction, soit à la suite de sa demande, soit à la suite de nos réflexions à nous en tant que psychologue. Donc, ne banaliser, et là je reprends, il y a quelque chose que j'ai appris d'une éminente psychiatre qui m'a dit, Wahiba, il n'y a pas d'accouchement prématuré en psychologie. Parfois, on peut passer à autre chose en attendant de voir les personnes qu'on aurait bien voulu travailler avec eux. Donc, voilà, ne banalisez pas les faits et ne jugez pas la victime. Donc voilà, ça c'est important. S'adapter au temps psychologique et physique de la personne, lui demander comment elle se sent, ce qu'elle veut et dont elle a besoin, sans devancer ses besoins. C'est-à-dire au lieu de dire, voilà, oui, moi je sais que vous avez besoin de ça et de ça et de ça, il est judicieux de lui demander déjà comment qu'elle se sent, qu'est-ce qu'elle veut et si elle a besoin de quoi que ce soit. Donc, apporter de l'aide, puis partir, voir faire, puis la revoir plus tard, c'est en fonction de ses besoins et de sa demande. Donc, respecter la vie privée de la personne et ne pas la pousser à raconter son expérience. Et là, je reprends, il n'y a pas d'accouchement prématuré. Donc, il faut respecter ce temps du patient, le temps qu'il se sent prêt de parler et d'exprimer et de libérer ses émotions. Garder la distance, contenir nos émotions, bien sûr. Il y a des résonances qui se font. Il y a des personnes, des situations qui résonnent en nous, des récits qui résonnent en nous, mais nous devons avoir cette possibilité de contenir nos émotions pour pouvoir, bien sûr, travailler avec les victimes d'une manière très aisante. Écouter la souffrance d'une victime, parfois sa haine, sa colère, l'aider à analyser ses réactions. Avoir un timbre de voix neutre, calme et posé, se positionner près de la personne en gardant une distance. Faire preuve d'empathie. Alors, maintenant, on a fini en quelque sorte avec les premiers secours psychologiques.
Il y a quelque chose avant de passer aux stratégies d'intervention. Tout à l'heure, j'avais évoqué l'éminente psychiatre sur l'accouchement prématuré. Il y a autre chose aussi au niveau des urgences. Il y a la question de la crise. Je m'appelle docteur Bouslimani quand j'étais en formation à Alger en 2004-2005, c'était uniquement sur donc on a fait 2 ans sur l'entretien, et tant mieux, parce que ça valait la peine. Nous avons vu beaucoup de choses durant ces 2 ans, mais ce que j'ai gardé en tête par rapport à Dr Bislimani, c'est un psychiatre. Donc, quand il m'a posé des questions, Wahiba, qu'est-ce que tu fais au niveau des urgences? Et je commençais à raconter, j'intervenais auprès des amputés, auprès des tentatives de suicide, auprès des crises de DNV, le DNV, c'est un jargon médical. Mais moi, j'ai évoqué tout ce qu'on a vu dans la psychopathologie et dans les soucis psychologiques. Donc, mais il m'a reposé la question. Mais il m'a dit, je te demande, qu'est-ce que tu fais, Wahiba? Je lui dis, voilà, je vous ai dit tout ce que je fais. Donc voilà, et là, c'est ce jour-là où j'ai donné une importance très particulière à la crise. Dans tout ça, vous gérez de la crise. Il y a la crise et il y a l'urgence aussi. Donc, c'est des concepts, c'est des termes qui m'ont permis de travailler correctement dans que ce soit au niveau des urgences ou ailleurs. Donc, voilà, je voulais revenir à ça parce que c'est des paroles qui me sont très chères et qui m'ont permis d'avancer. Donc, je reviens aux stratégies d'intervention psychologique. Pour les soins immédiats, vous pouvez trouver ce concept. Très peu de gens l'utilisent, mais il existe toujours. Il y a certains qui l'utilisent, c'est le diffusing. C'est une prise en charge dispensée par des spécialistes, bien sûr, psychiatres et psychologues, formés dans la gestion du stress. Donc, l'intervenant offre un espace d'écoute et une aide au sujet qui éprouve un besoin de parler. Donc, une remise en ordre du chaos, cela s'entend afin de trouver les repères. Il y a une perte de repères, ça c'est dans l'immédiat. Le débriefing facilite l'assimilation du choc traumatique. Il y a un choc traumatique suite à un événement traumatique. Il y a événement, choc, et puis on verra plus tard c'est quoi la différence avec les entités de PTSD. En un souvenir non traumatique, c'est-à-dire que cette libération émotionnelle, cette écoute active, cette empathie, cette proximité avec que ce soit les patients ou les patients et leur famille, bien sûr, aussi, permet à ce que ce choc traumatique devient un souvenir non traumatique. Alors, les stratégies, toujours dans les stratégies, alors le débriefing immédiat, la durée, plus ou moins, la plaque d'avant, c'est des citations extrêmement importantes de Libigo et de Louis Kroc, donc qui ont été les pionniers dans ces stratégies. Donc, le débriefing immédiat, la durée, elle est plus ou moins de 45 minutes. Le délai d'intervention, c'est 8 heures suivant l'événement. Donc, et là, je reviens aux besoins physiques. Il y a des besoins médicaux. Il y a beaucoup de choses à faire. Et même sur le plan administratif, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on attend ces 8 heures, le temps que cette personne, elle reprend en quelque sorte ses forces pour pouvoir entamer ce débriefing immédiat. Les personnes, bien sûr, qui assistent au débriefing, plus ou moins au même degré d'exposition, c'est-à-dire s'ils étaient c'est-à-dire suite à un accident de la voie publique, ils étaient dans le même moyen de transport, donc ne pas les mélanger avec d'autres patients qui ont été victimes d'un incendie dans le bâtiment. Donc, ce serait bien que chaque groupe soit à part, donc le même degré d'exposition. Ce n'est pas la même nature, ce n'est pas le même contexte. Donc, respecter le contexte, c'est quelque chose que vous devez retenir en permanence. Le lieu qui soit calme et neutre, ça c'est l'idéal.
expliquer le but de la réunion, la confidentialité, demander ce qui s'est passé, partager les expériences et les réactions, rassurer. Donc, détecter aussi ce qui est important dans ce débriefing, c'est le repérage des personnes qui ont besoin d'une prise en charge individuelle. Ça, c'est le repérage et la détection. Donc, et quand... Pardon. Ça, c'est pour le diffusing, dans la mesure du possible, bien sûr. Ça, c'est l'idéal. Le débriefing post-immédiat, il permet de retisser une trame de signifiants. La psyché du sujet afin d'éviter l'installation durable des symptômes psychotraumatiques. Cette technique demande des praticiens particulièrement formés à cette approche. Même pour le diffusing, c'est bien de lire, c'est bien de s'auto-former, d'échanger, mais la formation reste extrêmement importante parce que ce n'est pas évident, même si on connaît toute la tactique du diffusing, ce n'est pas évident de gérer un groupe. Donc là, ça demande une formation à part entière, que ce soit pour le débriefing immédiat ou pour le débriefing post-immédiat. Donc, permet aux victimes et aux sauveteurs de verbaliser l'expérience de l'événement post-traumatique dans ses dimensions factuelles, donc le déroulement de l'événement, qui sera ou ne sera par rapport aux sauveteurs. Donc, il y a plein de détails concernant, que ce soit sur le site de la catastrophe, que ce soit au niveau des urgences, en l'occurrence les UMC. Donc voilà, ça c'est important même pour les gens qui ont été victimes d'un événement traumatique et une personne qui atterrit au niveau de la polyclinique suite à un événement avant de passer, parce que là c'est des cellules, c'est des espaces de proximité. Donc ce serait bien, si dans la mesure on maîtrise ces stratégies, de passer tout d'abord par les dimensions, c'est-à-dire garder en tête, d'accord, ces dimensions factuelles, les dimensions cognitives, les pensées, les expressions, donc voilà, et les émotions, la peur, les frustrations, les puissances. Donc, être informé sur les réactions normales précoces et sur d'éventuels symptômes ultérieurs afin d'en assurer une certaine maîtrise dans le but de soulagement immédiat. C'est-à-dire si, suite à un événement traumatique, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes, parce que là, il y a plein de réactions, il y a plein de réactions, mais dans cet ensemble de réactions, je dirais post-traumatiques, certaines arrivent, même si on parle de stress adapté, inadapté et ainsi de suite. Donc, même dans l'adapté, et là, je ouvre une parenthèse, on n'est pas dans le PTSD, le psychotrauma, mais ça, je trouve judicieux d'ouvrir une parenthèse que le stress adapté suite à un événement traumatique, ça ne veut pas dire en aucun cas qu'il n'y a pas de risque de développer des symptômes psychotraumatiques dans le cadre du PTSD. Donc, ce n'est pas une règle générale, mais on ne peut pas prédire. Il se peut qu'un jour, un moment, il peut développer un PTSD. Donc, pour le stress inadapté, ça peut être inadapté et il y aura des complications plus tard, comme ça peut être géré dans le temps et puis revenir à l'état habituel, normal. Donc, voilà, je voulais juste ouvrir cette parenthèse. Mais dans le cadre des réactions, il y a des réactions qui sont parfois d'allure, je dirais, névrotique ou psychotique. Des agitations, beaucoup de choses, des attitudes. On a l'impression qu'on est devant des personnes atteintes de schizophrénie catatonique, dans l'immobilité, qui courent dans tous les sens. Enfin, plein de réactions qui sont de l'ordre, bien sûr, anormal, mais ils ont l'apparence, l'allure, elle paraît anormale, mais c'est des réactions normales suite à un événement anormal. Donc, et le fait de dire et de rassurer le patient
quand il pense ce genre de soucis, ou aussi sa famille, parce que les familles posent énormément de choses par rapport au comportement et aux réactions de leurs parents. Donc, le fait, quand on a cet arrière-plan et on sait faire la différence, et on sait c'est quoi un événement traumatique, c'est quoi un PTSD ou une SPT, et on peut faire cette différence et les rassurer comme quoi il faut pas s'affoler, c'est des réactions normales, tout va rentrer dans l'ordre parce que l'événement, il était anormal. Il était anormal pour une ou deux personnes dans la famille, ce n'est pas le cas de l'ensemble de la famille parce que chacun a un degré de résilience, je dirais en quelque sorte. Donc voilà, que ce soit, et là quand je parle de personnes, ça peut être une personne comme ça peut être un ensemble de personnes. Donc la durée du débriefing, c'est entre 1h30 et 2 heures. Le délai, c'est 48 heures à 72 heures. Dans certaines références, vous trouverez jusqu'à une semaine. La cible, le groupe entre 4 et 20. L'idéal, c'est entre 8 et 10. Et là, c'est par rapport à mes consultations bibliographiques et qui sont très consenties dans le monde des experts de la santé mentale. Donc, plus ou moins au même degré d'exposition, les spécialistes de la santé mentale formés au moins 2, l'idéal 3. Donc, ce serait bien d'avoir un animateur et un co-animateur, local bien sûr, calme. Et là, le suivi psychologique dans un esprit de continuum, les soins psychologiques post-immédiats des patients seront orientés à leur sortie vers des structures de prise en charge de proximité et adaptées au contexte de chaque patient. Le travail aussi devant les situations d'urgence implique, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, un travail de réseau, un réseau multidisciplinaire, que ce soit dans le même espace ou avec le reste des espaces du même établissement ou des restes des établissements qui sont du même secteur ou parfois d'autres secteurs, donc d'autres disciplines ou de la multidisciplinaire aussi ou multisectoriel, donc il s'impose. Ça mérite aussi toute une visioconférence à part entière, mais cette contribution du psychologue et son intervention et son accompagnement mérite beaucoup de visioconférences. Donc voilà, merci pour votre attention. Ce n'est pas évident de rester accroché et attentive à plusieurs plaques et à un discours potentiellement lent parfois. Mais donc, dans ce cadre-là, je vous dis merci à tous et à toutes. Donc, je donne la parole à Madame Saouli. Oui, Madame Bennassar, merci beaucoup pour cette présentation. Pour les questions sur le chat, j'ai eu une coupure d'internet, donc j'ai perdu les messages. Est-ce que vous pouvez lire les messages maintenant? Pour l'ingénieur et la discussion, donc pour lire les messages, les questions. Après, on va ouvrir les micros pour les participants. On va d'abord répondre aux questions sur le chat. Après, je vais donner la parole aux participants.